Baptiste, aujourd'hui, on parle de plan séquence au cinéma, c'est-à-dire une seule prise sans coupure. On essaye de faire la même chose avec notre podcast. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Ah, ben... Oh, man. Shit. Je me suis planté. Prise 2? Oui. Prise 2. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. Initiative. 18. Ah, 10. OK. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. On peut enlever le 0 de ton 10 puis avoir un 1. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bienvenue à bord de J'adore ça. On est content que vous soyez là. Aujourd'hui, pour l'épisode, on parle de plans séquences au cinéma et à la télé. Ouais. Ça va être vraiment le fun, Baptiste. J'ai super hâte de t'entendre là-dessus. Mais, comme d'habitude, on rattrape le temps perdu avant. Baptiste, dans le dernier mois, quoi de neuf? Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis allé en France avec toute ma famille. T'es allé sucer. Non, à sucer. Bah ouais. À sucer. J'ai juste passé 3 nuits à sucer. OK. On est allé à La Rochelle, qui est une très belle ville de côte, avec un magnifique aquarium, plein de beaux parcs pour les enfants. Ils ont un parc, mettons, un parc en plein centre-ville, un peu qui serait l'équivalent de leur parc Victoria, mettons. Puis, dedans, il y a un parc animalier. Il y a des employés de la ville puis il y a des animaux genre des paons, des ânes, c'est capoté. Là, j'étais comme, moi, je veux ça dans le parc Victoria. C'est cool. C'est ben trop cool d'avoir des animaux dans ton parc. C'est ça. Fait que, très cool, voilà. Très cool. Et toi, Étienne? Ouais, la dernier épisode, tu avais mentionné The Stanley Parable. Oui! J'ai cédé, je l'ai acheté. Tu l'as acheté? T'as joué? Ah, oui. Nice! Ah, oui. C'est cool. Oui, je suis content que tu l'aies catégorie jeux vidéo. Ouais, Stanley Parable, c'est un drôle de jeu pour ceux qui n'ont jamais joué. C'est un jeu où il y a un narrateur qui te dit qu'est-ce que tu dois faire. Tu peux pas le mettre dans une catégorie, ce jeu-là. Non, c'est ça, c'est unique. Ouais. C'est unique. Mais c'est drôle parce que c'est comme une métaphore pour... Ben, c'est une métaphore, ça s'appelle Stanley Parable, mais c'est le faux sentiment de liberté dans les jeux vidéo. Oui. Les jeux vidéo, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Sauf qu'en réalité, le jeu, il veut que tu fasses quelque chose en particulier. Il veut t'amener une ligne d'arrivée, il veut t'amener à un point X, puis peu importe le choix que tu vas faire, le jeu va tenter de te ramener. Puis c'est ça, mais exagéré, Stanley Parable. Ouais. C'est comme, tu vas à gauche. Non, je vais à droite. OK. T'es allé à droite, mais là, c'était pour mieux aller à gauche après. Puis là, le narrateur essaie de narrer ce que tu fais juste pour te pousser à aller dans la direction. C'est super drôle. J'ai eu plusieurs scénarios que j'ai réussi à débloquer. Pas tous, mais il y en avait des très intéressants. Puis, il y a des petites pépites dans ce jeu-là. C'est impressionnant. Premièrement, c'est pas souvent qu'il y a une voix off. Une belle voix off qui te fait de la narration tout du long. Tu sais, c'est vraiment le fun, ça, pour vrai. Le voice acting est super important dans ce jeu-là, je pense. Puis, c'est ça. À un moment donné, moi, j'avais pogné des genres de... Parce que t'as plusieurs fins, évidemment. Là, t'en as beaucoup, je pense, des fins potentielles de ce jeu-là. Puis, à un moment donné, j'avais fait le tour de quelques fins de certains des scénarios. Puis là, par curiosité, j'étais allé voir c'est quoi les autres types de fins que tu peux trouver. Puis là, il y a des fins qui se peuvent pas, de genre, là, s'il y a tel moment dans le scénario, tu montes sur tel bureau, t'es capable de sortir par telle fenêtre. Tu sais, il y a des trucs, là, que... Il y a juste des crinqués qui trouvent, là. Exact, mais que le jeu avait prévu. Exactement. Ou que les créateurs du jeu ont vu sur Internet que les gens avaient réussi à faire ça. Donc, ils ont programmé des fins. C'est ça. C'est vraiment cool. Ouais. Très bon jeu. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir. Quoi d'autre de ton côté? Plusieurs choses. Andor. Andor. Puis là, moi, je le savais plus, je le savais pas. Toi, savais-tu que c'était juste 2 saisons, pardon, puis c'était prévu comme ça depuis le début? C'était en fait, ce qu'ils avaient voulu faire, c'était 5 saisons, 5 années.
Donc, la saison 1 voulait être 5 ans avant la bataille de Yavin. OK, ouais. Et là, ils voulaient faire ensuite 4 ans avant la bataille de Yavin, une autre saison complète. Ouais. Puis finalement, Disney leur a dit hey, c'est parce que ça coûte 250 millions votre saison. Vous allez en faire une autre et c'est tout. Ah, OK, ouais. C'était une question de coût. OK, je comprends. Exact. Ouais. Exact. Ce qui fait en sorte que il y a un drôle de feeling en ce moment. Là, je sais pas combien d'épisodes tu as regardé. J'en ai regardé, je suis au début du 8e. OK, d'accord. Moi, c'est ça. J'en ai 7 de fait. Puis, c'est long avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Tout à fait. Ben, c'est pas vrai. Moi, j'ai senti j'ai trouvé que le début de la saison, il était fort. T'sais, il se passait des choses, là. Il y avait des trucs qui arrivaient, puis il y avait quand même de l'action, ça avançait. Mais il y a eu comme un redout, je sais pas comment dire, là. Il y a eu un petit moment de tranquillité, là, depuis, je sais pas si c'est l'épisode 4-5, là, que ça a commencé à faire comme, oh, OK, ouais, là, on dirait qu'ils prennent leur temps, là, pour placer des choses, je sais pas. C'est ça. Ouais. Ouais. Tout à fait. Mais ça reste excellent. Puis c'est bon. C'est excellent. C'est plus que jamais juste de la bonne télé avec un genre de filtre de Star Wars par-dessus. Ouais, exactement. Puis le filtre est très mince. Il est très mince. Ouais, vraiment. Il n'y a pas grand-chose qui est Star Wars-esque dedans. C'est ça. Pour le moment, c'est drôle même. Il y a des histoires de belles mamans, il y a des histoires de... voici des gens qui parlent un genre de faux français allemand. Hey, ça, c'est drôle. On veut drôle. La Belgique, mais version Star Wars. Ce moment-là là, où t'entends les faux français, là, faux français, allemand, saxon, tu sais pas trop c'est quoi. Ouais. Genre, j'avais l'impression que c'était comme si ils avaient refait un langage de Sims, mais qui s'appuyait sur le français. Oui, c'est ça. Il y avait une vidéo, mon frère m'avait montré, c'est un Italien qui chante en anglais. Okay. Mais il chante du gibberish, ça veut rien dire. Mais pour quelqu'un qui connaît pas l'anglais, il écoute ça, puis il se dit, bah oui, c'est de l'anglais. Ça sonne exactement comme ça. Ouais, c'est ça. En ce moment, moi, je suis convaincu que quiconque ne parle pas français entend ces gens-là, puis ils font comme, hey, ils parlent en français dans Andor, c'est impressionnant. Il y en a un en particulier que je ne suis pas allé voir en ligne, mais je suis persuadé que c'est un acteur français. C'est un petit costaud. Avec la barbe grise. Lui, quand il parle, c'est sûr que c'est en français. Ça peut pas être autre chose qu'un français. Oh, Castignon dans le gueule. J'aimerais ça qu'ils mettent un petit easter egg que genre, ils lui mettent dans son script à un moment donné baguette, genre, à quelque part. Oh, sacre bleu. Oui, c'est ça. Sacre bleu. D'ailleurs, je sais pas toi, mais sacre bleu, c'est tellement le mot classique que les Américains, puis même les Anglais, mettent dans des textes français, mais que j'ai jamais entendu un Français dire. Il y a plus de Français qui disent ça. Jamais. Non, c'est ça. Ça serait peut-être... peut-être que Capitaine Haddock l'a dit une fois quelque part, mais tu sais... même pas. Même pas. Même pas. En tout cas, ouais, non, sacre bleu, c'est ça. Fait que Andor, ben là, c'est pas fini, mais j'ai toujours cette très forte appréciation pour le style de la réalisation de cette série-là, qui mixe parfaitement la bureaucratie, la politique, puis l'action. L'action / espionnage, là, appelle-le comme tu veux, là. Mais je trouve que c'est bien réparti, mettons, entre ces différentes sphères-là. Je trouve ça vraiment toujours aussi plaisant de regarder ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'ai beaucoup de plaisir. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se conclure. Probablement que si vous écoutez l'épisode et que vous avez vu la série, vous l'avez vu au complet, souhaitez-nous bonne chance. Oh oui. on espère que ça va être bien. De mon côté, ouais. Une série qui se passe en ville que j'ai regardée, puis il y a un genre de dard. Puis c'est un dard de... Ouais, un dard de ville. Puis c'est juste Daredevil. Ah oui, Daredevil? D'ailleurs, est-ce qu'en France, ils disent dard de ville? Probablement. Je serais pas surpris. Hein? Oui. Non, mais attends. Daredevil, tu veux dire la série Netflix qui avait été cancellée à un moment donné ou il y a eu un...
Disney a finalement réussi à réacquérir les droits de Daredevil et on fait Daredevil Born Again. Ah, c'est vrai, il y a eu ça. Et reboot la série. C'est pas la meilleure saison, surtout, disons, si tu compares avec la série Netflix, la saison 1 de la série Netflix, c'était juste la perfection. Ah, c'était débile. C'était débile. Exact. Ils réussissent à aller rechercher un peu de la magie. Il y a encore Wilson Fisk comme méchant. Puis, tu sais, je pense que le truc que j'aime bien de Daredevil en général, c'est que contrairement à beaucoup de séries ou de films de super-héros, je trouve que Daredevil, c'est ce qu'il y a de plus terre-à-terre dans cette catégorie-là. C'est vrai. Il y a très peu d'artifices dans Daredevil. Il y a très peu de... C'est très... ça se bat à coups de poing souvent. Puis ça... Oui, ça se bat à coups de poing, puis il y a des procès. Puis il y a des... Tu sais, puis ça, on se promène en ville, puis c'est pas... mais je vais prendre mon super jet, puis je vais aller combattre des extraterrestres. Non, c'est juste des problèmes dans ce quartier de New York qui se passe des trucs. Je dois te dire que je me souviens encore d'un épisode en particulier, mais c'est drôle parce que c'était dans... C'est-tu dans Legend ou Luke Cage? Mais à un moment donné, ils font un épisode crossover dans... Parce qu'il y a Defenders. Il y a eu... c'est dans Defenders, excuse. Ben exact. Oui, c'est ça. Puis dans Defenders, à un moment donné, il y a un épisode, puis il y a une tune de le groupe de rap de Run the Jewels qui est malade par-dessus la scène de combat, puis ils sont genre au moins 2 ou 3, je pense, là-dedans à se battre. Écoute, ça m'a marqué cette scène-là, c'était vraiment malade. Mais vas-y, continue sur... je vais juste saupoudrer un peu de notre sujet principal. Oui. C'est-à-dire les plans séquences, parce que Daredevil, à chaque saison, autant la série Netflix que celle-là, il y a une scène de combat en plan séquence. Plan séquence qui est jamais parfait dans le sens où on sent les coupures. Il y a des coupures, c'est un faux plan séquence, mais ça compte quand même. Ouais, ça compte quand même, les faux plans séquences. Ouais. Il y a du travail en arrière de ça, pareil. C'est pas le meilleur plan séquence de combat, celui de cette saison-là. Ouais. Mais il est quand même très appréciable et il est dès le départ. Ça commence comme ça. Puis je pense que même dans la série, je me rappelle plus le nom, mais ils avaient fait une série avec une super-héros qui est amérindienne, puis sourde, puis à un moment donné, Daredevil se pointe, puis le combat avec Daredevil, il me semble qu'il était en plan séquence, juste pour faire un clin d'œil du fait que c'est Daredevil qui se bat, il n'y aura pas de coupeur. Si je me souviens bien, c'était ça, mais ouais. Non, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas pour citer Ian Gallagher de notre épisode de Miyazaki, c'est pas une saison qui goûte longtemps. Donc, ouais. Nice. Quoi d'autre de ton côté, Baptiste? J'ai regardé la dernière saison de Black Mirror. Oh. Avais-tu déjà vu des saisons de Black Mirror, toi? Ou... Je connais le concept. OK. Puis, à chaque fois que je me dis, je pourrais le regarder, à chaque fois, je me dis, j'ai pas envie d'être déprimé, j'ai pas envie d'être découragé. C'est juste de la dystopie, là. C'est ça non-stop. À chaque épisode, c'est un nouveau concept de dystopie, là. C'est toujours ça. Fait que, mais j'ai pas regardé. J'ai pas regardé, alors mets-moi en contexte. Je sais que les épisodes sont tous indépendants. Oui, exactement. C'est toujours des réalisateurs-réalisatrices différents aussi, là, à chaque épisode. Le concept change à chaque fois. Fait que là, c'est la saison... je sais même plus. Il y en a eu quand même quelques-unes. Là. Ouais, ça doit être la saison 7 peut-être, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, quelques très bons épisodes. C'est pas la meilleure saison, mais je pense qu'il y a un épisode en particulier qui m'a quand même jeté à terre. C'est un épisode qui s'appelle Bête Noire. Puis ça parle de... Ben là, je veux pas trop vous spoiler. Fait que si jamais vous comptez le regarder puis que vous nous écoutez en ce moment, c'est le temps de peut-être sauter d'une 30 ou 45 secondes. Regarde, non, on va faire quelque chose. On va demander à Étienne du futur de nous dire à quel timecode sauter. Étienne du futur, quel timecode doit-on sauter? Vous pouvez sauter 1 minute 40 ou aller directement au timecode de 16 minutes. Comme ça, vous ne ferez rien spoiler. Merci, Étienne du futur. Merci, Étienne du futur. Donc, c'est ça, c'est que Bête Noire, le concept... Puis là, je me permets de te le spoiler parce que visiblement, tu regarderas pas les 7 saisons complètes, Étienne. Vas-y. C'est... dans le fond, il y a une fille qui est comme...
Bref, elle recroise une amie d'enfance, puis cette amie d'enfance-là, son but, c'est de se venger de toutes celles qui l'ont bully quand elle était jeune. Oh. Puis la fille en question, la personnage principale, c'était l'une des bullies potentielles de cette fille-là quand elle était au collège. Puis sa façon de se venger, ça c'est très cool, c'est que la fille, elle a comme trouvé une façon, elle a été passionnée d'informatique, puis etc., puis elle a comme trouvé une façon de décider quelle était la réalité qui s'appliquait. Bref, elle fait du quantum computing, puis elle fait tu sais, la superposition des états puis les univers parallèles. Là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, un exemple, c'est que la fille, la personnage principale dit, ben non, mon copain, il travaille chez Bernie's. Puis la fille en face lui dit, non, il travaille chez Barney's. Puis là, d'un seul coup, dans tout l'univers, tout est changé pour Barney's. Son copain, il est persuadé que lui aussi travaille chez Barney's, qu'il a toujours travaillé chez Barney's, il n'y a jamais eu de Barney's. Fait que tu sais, c'est comme ça joue avec ça, puis ça j'ai trouvé ça cool. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. C'est la cause des Mandela Effect. Le Mandela Effect? Oui. Okay. Un Mandela Effect, OK, je t'explique. Nelson Mandela, à un moment donné, tu demandais à la moitié de la population, puis la moitié de la population te disait, ben, il est mort en prison. Pendant l'apartheid, il est mort en prison. Puis l'autre moitié disait, ben non, il est sorti de prison. Puis là, quand tu leur prouvais, regarde, je te jure, il est sorti de prison, les gens qui croyaient qu'il était mort en prison étaient comme, non, je sais qu'il était mort en prison. Fou, il y a eu des journées de deuil, il y a eu des... Tu sais, puis des Mandela Effect, comme ça, il y en a quelques-uns. Entre autres, ici, c'est crazy, ça. On avait des livres qui s'appelaient... Peut-être qu'il y en avait en France aussi. Les oursons Berenstein. Non, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. OK. C'était des ours, c'était des dessins animés ou des bandes dessinées. C'était moche, mais tout le monde est convaincu que c'était les oursons Berenstein. Même les Américains. Ils disent non, c'est Berenstein. Mais quand tu regardes les livres, puis tu vas rechercher les vieux livres, c'est pas Berenstein, c'est Berenstein. A-I-N à la fin. Ah ouais? Tout le monde se dit, ben non, c'est pas possible. Ah, c'est drôle, un autre qui existe, Baptiste, le monsieur Monopoly, porte-t-il un monocle, vrai ou faux? Non. Moi aussi, j'aurais dit non. Mais je te jure, tu demandes à beaucoup de gens, mais ils disent, oui, il y a un monocle. Ah ouais, hein? Ouais. Mais c'est bien drôle, ça. C'est genre des réalités parallèles, puis c'est comme, c'est drôle. Mais c'est juste parce que il y a une masse suffisante. Non, mais puis il y a une, c'est ça. Non, mais c'est surtout parce qu'il y a une masse suffisante qui croit à ça pour que d'un seul coup, cette réalité-là se peuve, tu sais, je sais pas. Exact. C'est capoté, hein, quand même. Ouais. Puis que là, après ça, t'as beau essayer de prouver à ces gens-là par A plus B qu'ils ont tort, ils pensent toujours qu'ils ont raison. C'est quand même très intéressant, cet effet-là, ouais. Ah! Puis toi, Étienne? Fan de Nintendo découvre la PlayStation? Mm-hmm. Je m'étais dit, OK, ça y est, je commence Last of Us. Yes! Mais je me suis dit, attends, Étienne. Quand est-ce que tu vas jouer à ça? Il y a une histoire, ça prend plusieurs heures. Faut que tu prennes le temps de te mettre dans l'histoire. Faut que tu puisses jouer quand tu peux jouer. Puis des fois, je peux jouer, puis mes enfants sont debout. Et là, je me suis dit, ça va être un meilleur choix, Cyberpunk 2077. J'ai été très innocent dans mon choix. Je me suis dit, c'est pas grave si mes enfants entrent puis ils voient, me voient tirer de la mitraillette. Je vais juste comme, oups, puis je vais fermer la console. T'sais. Mais j'ai vite compris que c'est pas un bon jeu à jouer pendant qu'ils sont réveillés pour plusieurs raisons. Ouais, exactement. Juste tuer quelqu'un avec tes Mantis Blade, c'est d'une violence extrême. Ça, j'en ai pas encore des Mantis Blade. Donc, c'est des genres de lames qui te sortent des bras, là. Puis ça, quand tu découpes quelqu'un avec ça, là, ça découpe pour vrai si t'as laissé les effets de découpe de corps, là. Ouais. Je suis pas bon au combat rapproché dans ce jeu-là. Je suis pas capable de le gérer. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais ouais, non, j'ai bien aimé. Je suis encore en train de jouer, puis je tu l'as pas fini, là, tu le continues. Non, je l'ai pas fini. Mais tu sais, c'est très, très Grand Theft Auto, mais dans un univers futuriste, déprimant, dominé par les corporations. Mais j'ai été surpris que c'était le point de vue de la première personne et non la troisième personne comme GTA. Puis c'est très cool pour certains aspects. Tout ce qui est
pow avec un fusil, Ouais. mais c'est moins cool pour d'autres aspects. Tout ce qui est vroom vroom avec une voiture, je suis pas capable de conduire rapidement à personne. Mais tu peux pas passer en vue troisième personne quand t'es en voiture? Sais-tu combien d'heures ça m'a pris avant de me rendre compte que je pouvais changer la caméra? Étienne était toujours pris dans son cockpit. J'étais tout le temps en train de rentrer dans les murs. Je suis plus capable. Ou de tourner un coin puis de pas voir. Comme, puis là, il y avait toujours une police après ça qui te poursuit. Ah ouais, exactement. Mais non, j'ai beaucoup apprécié aussi l'aspect RPG, que le personnage peut monter de niveau, que tu as un skill tree, que tu peux... Tu sais, en fait, ça fait en sorte que toutes les petites actions que tu fais, comme ça te donne l'XP, ça te fait progresser. Peu importe ce que tu décides de faire, tu vas progresser grâce à ça. J'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas toi, le jeu était beaucoup critiqué à sa sortie pour la quantité de bugs qu'il y avait. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le même jeu. S'il était sorti 1 an ou 2 plus tard, il n'y aurait pas eu toutes les critiques qu'il y a eu à sa sortie. Ouais, parce que j'ai des... Tu vois, moi, je l'ai parfait. Mais je me rappelle aussi que... je pense sur... Non, c'est pas vrai. Sur PC, il y avait des bugs aussi, mais je pense qu'il y avait du monde sur PlayStation qui était encore plus déçu. Je sais pas s'il y avait des bugs de plus ou s'il y avait d'autres choses qui allaient pas bien sur PlayStation, mais il y avait quelque chose qui la communauté PlayStation n'avait pas l'air d'aimer. Moi, j'avais aimé le jeu, mais je pense que j'avais attendu un petit peu avant d'y jouer. Puis j'avais pas été choqué plus que ça par les bugs. Là. C'était pas, c'est pas effarant. Puis j'ai des amis qui ont joué le jeu à la sortie, qui étaient déçus, puis qui l'ont rejoué 1 an plus tard, puis qui ont dit « Ok, c'est excellent. C'est vraiment un excellent jeu. » C'est une autre expérience. Mais c'est ça. Il y a encore des bugs, honnêtement. J'ai eu des moments où je voulais aller parler je devais aller parler à quelqu'un qui était derrière un bar, mais la personne était tournée de 90 degrés, alors qu'elle ne devait pas l'être. Puis là, j'étais pas capable de lui parler à cause de ça. Donc, il a fallu que j'aille me téléporter puis que je revienne. Bref. Mais tu sais, sinon, c'est bien. L'histoire est intéressante, mais... en tant que quelqu'un qui n'a pas énormément de temps consacré en gros blocs, je trouve que les dialogues de l'histoire principale s'étirent beaucoup, puis j'ai skip souvent. Bref, j'aurais aimé mieux que ce soit moins bavard et plus bagarre. Ouais. C'est drôle que tu aies choisi Cyberpunk, parce que Cyberpunk, dans ma tête, mettons là, que tu t'étales pas trop, là, puis que tu fais surtout la main story, je pense que c'est un bon... 30-35 heures de jeu. Mais je pense Last of Us 1, il est pas mal moins long que ça. Là. Mais comme à chaque fois, j'y vais à l'aveugle. J'ai aucune idée dans quel truc je me lance. Puis, je comprends. C'est ça. Yes. Je comprends ça. Quoi d'autre de ton côté? Écoute, de mon côté, justement, en parlant de Last of Us, je t'avais dit que j'avais... qu'est-ce que j'avais fait donc? T'avais joué à la saison au jeu 1 pour te préparer à la saison 2. C'est ça. Fait que là, j'ai joué un peu au 1 que j'ai pas fini parce que là, j'avais pas le temps. De toute façon, j'allais en France, puis bref. Mais quand la saison 2 est sortie, ben là, j'ai fait un peu ce que... je sais pas si tu te souviens, j'avais parlé de faire le jeu God of War en même temps que regarder une série Netflix sur le côté mythique qui parlait exactement du même genre d'histoire. Ben là, je vis un peu le même genre de truc où j'avance dans le jeu, puis je regarde en même temps la série, un épisode par semaine de la saison 2, puis je vois les parallèles que je suis capable de faire entre mon expérience dans le jeu et dans la série. Puis encore une fois, ils ont fait une super belle job de rendre ça à l'écran. Puis Mais le jeu 2, c'est ça. Là, je te volerai pas trop de punch, je pense, mais le premier jeu, c'est vraiment le développement de la relation entre les deux personnages principaux, essentiellement. C'est surtout ça. Puis le deuxième jeu, sans t'en dire trop, c'est surtout une histoire de vengeance. OK. Fait que c'est ça. Puis là, je suis en train de vivre ça. Je suis proche de la fin du Last of Us 2 en jeu. Puis là, je regarde la série en même temps. C'est vraiment... c'est super bien. Les deux. Le jeu et la série, là, j'ai rien à dire. C'est tellement une belle histoire. J'ai toujours apprécié ça, je pense, Last of Us. Comme je suis un gars de PC, c'est ça. Ça a pris du temps avant que ça se rende à moi. Voilà. Ce que je risque de faire, c'est de regarder la série plutôt que de jouer au jeu, parce que ma blonde est intéressée aussi par cette série. Ah, ben oui. Puis, tant qu'à en choisir un des deux, ça risque d'être la série. On va pouvoir la regarder ensemble. Tout à fait. En profiter. Tout à fait. Yes.
Hey, faut que je te parle d'un jeu de société auquel j'ai joué. Oh, nice! Rapidement. Ouais. C'est un jeu qui s'appelle Perudo. Est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas. OK. La personne qui nous l'avait expliqué nous avait dit... Avez-vous vu Pirates des Caraïbes? À un moment donné, il joue au dé, puis c'est ça le jeu. Ah, nice! Puis moi, je me rappelais pas du tout de cette scène-là de Pirates des Caraïbes. Mais en gros, c'est un jeu où tous les joueurs ont 5 dés. Puis tous les joueurs roulent leurs dés en même temps, mais les dés sont cachés dans une petite tasse, puis chaque joueur peut regarder les résultats de ses propres dés, mais c'est pas les résultats des autres. Puis là, un à la suite de l'autre, les joueurs doivent essayer de prédire combien il y a de dés qui affichent quel chiffre. OK. Donc, par exemple, si je prédis qu'il va y avoir au moins 5 dés affichant le chiffre 4, le joueur suivant, soit il me dit comme... ça se peut pas, puis là on vérifie, puis si jamais la personne se trompe, ben la personne perd un dé. Puis les dés, c'est les vies, puis si t'as plus de dés, ben t'es éliminé. Fait qu'il y a ça de cool. Mais si, disons, j'ai dit 5 fois le chiffre 4, mais la personne suivante doit augmenter un des 2 aspects de ma prédiction, d'au moins un. Oui, j'ai déjà joué une fois à ce jeu-là. Ouais. Donc, c'est ça. Si j'avais dit 5D affichant 4, il pourrait dire 6D affichant 4 ou 5D affichant 5. Mais si tu augmentes la quantité de dés, tu peux baisser le chiffre affiché. Mais sinon, tu peux pas. Donc, ça aurait pu être 6D affichant 2. Ouais, c'est ça. Mais la twist, c'est que les 1 sont frimés. Frimés? Qu'est-ce que tu veux dire déjà frimés? Les 1 valent ce que tu veux. Ah, donc, OK, c'est comme des jokers. OK, ouais, je comprends. C'est ça, exactement. Bon. Exactement. Des jokers. Des jokers. Ouais. Des jokers! Oui, parce qu'on a quelques auditeurs en France. Des jokers! Exactement. Donc, les 1 sont des jokers, mais tu peux prédire également le nombre de 1. Mais si tu fais ça, tu dois diviser par 2 la prédiction précédente. Puis tu peux retourner sur une prédiction normale en multipliant par 2 plus 1 ensuite. Bref. Mais c'est vraiment cool parce que il faut que tu bluffes, il faut que tu considères les prédictions des autres pour te dire il y a peut-être tant de tel chiffre. Puis plus les gens se font éliminer, plus ça devient intéressant. Puis après, il faut que tu comptes aussi combien de dés il manque parce que tu peux prédire un chiffre qui n'est pas possible. C'est vraiment cool. J'aime vraiment ça, les jeux dont les règles sont simples. Tu sais, je t'ai expliqué toutes les règles. Puis ça se joue en groupe, puis vas-y. On a eu énormément de plaisir. Pour vrai, là, c'était vraiment cool. Bon, puis là, t'as gagné tout le temps parce que chance du débutant Étienne. J'ai pas gagné la première fois. Regarde-le. Voilà, c'est ça. Mais les 15 fois suivantes, par contre. Non, la deuxième fois, honnêtement, j'ai été chanceux parce qu'on jouait avec une variante où on pouvait regagner des dés si on avait la prédiction exacte. Un truc comme ça. Puis bref, il me restait un dé. Puis soudainement, 5 tours plus tard, j'avais mes 5 dés. OK. Donc, non, c'était drôle. C'était drôle, mais forte recommandation. Perudo. Sinon, petite mention, parce qu'on l'avait promis dans le Discord, j'ai reçu un Lego Retour vers le futur. Nice. Gigantesque de genre 2000 pièces, pour lequel j'ai commandé en ligne une boutique, je pense que c'est européen, qui s'appelle Game of Bricks. C'est des briques Lego, mais qui s'allument avec des LED dedans. Nice. Ouais, puis avec toutes les instructions, comment remplacer les briques existantes par les briques qui s'allument, puis le résultat est complètement fou. Ah ouais, hein? Puis ça se branche USB, donc tu as juste à le brancher dans une prise iPhone à quelque part, puis pas besoin de batterie ni rien. Très nice. Vraiment On a cool, vu une belle photo. Cool. Si vous voulez rejoindre notre Discord, vous pourrez voir la belle photo de ce dont Étienne est en train de parler. Allez sur j'adoresapodcast.com. Joignez-vous à notre Discord. On a beaucoup de plaisir. Modem 14 000 baud. Sujet principal, Baptiste, les plans séquences. Les plans séquences. Au cinéma et à la télévision. Ouais. C'est la seule consigne qu'on s'était donnée. Alors, je sais pas si toi, tu vas avoir un top 5 ou un... OK. Je vais commencer peut-être si ça te tente. Je vais définir ce qu'est un plan séquence. Ça me paraissait évident, mettons. Mais au début, j'étais comme, OK, mais comment je nomme ça, mettons? C'est quoi un plan séquence? Ouais, exact. Juste l'expliquer, tu sais. Puis là, j'ai pris une définition très, très simple. Mais en gros, l'idée, c'est
de filmer sans arrêt ou interruption ou sans coupure, mettons, une scène, puis de la restituer telle quelle. C'est-à-dire que dans ces styles de films-là, la caméra arrête jamais de tourner. En fait, dans les séquences en soi, la caméra n'arrête jamais de tourner. Puis il n'y a pas de coupures ou d'editing qui sont faits à travers cette séquence-là. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça un plan séquence. Il y en a qui sont très connus et très impressionnants. Puis il y en a d'autres que, tu vois, moi j'en connaissais certains que j'aimais ou qui en général étaient déjà assez connus. Puis je me suis permis de faire une petite recherche aussi, juste pour découvrir un petit peu des petits trucs que des fois c'est même pas des fois des séries que j'ai regardées, mais j'ai juste vu le making of d'un plan séquence, puis c'est tellement impressionnant à regarder là. Écoute, c'est malade. Fait que tu sais, voilà. Avant de tomber dans les exemples de plans séquences ou quoi que ce soit, l'une des choses que je me suis dit en finissant de regarder des exemples de plans séquences, je me suis dit c'est tellement comme une danse, tout ça. C'est de la chorégraphie, là. Quand tu regardes le making-of de ces choses-là, c'est une méchante grosse chorégraphie. Puis c'est pour ça que ça m'étonne pas que probablement que dans des comédies musicales, ça arrive souvent de faire des plans séquences. Tu sais, mettons, quand il y a des high school musicals, puis que là, tout le monde se pitch dans les couloirs avec les vestiaires pour danser ensemble, puis etc. Tu sais, on dirait que ça fit avec le concept de danser dans un film. C'est le retour des lip dub. C'est ça, le retour du lip dub, exactement. Mais le plan séquence, le retour du lip dub. Le retour du lip dub. La différence entre une scène et une séquence aussi. Une séquence est un bloc qui contient une ou plusieurs scènes. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, tout à fait. C'est important. Puis, tu sais, un plan scène, c'est également un plan séquence. Donc, on va regarder large de ce côté-là. L'inverse d'un plan séquence, je sais pas si tu as déjà vu ce moment de genre 3 secondes et quart du film, je pense que c'est Taken 3, où Liam Neeson essaye de sauter par-dessus une clôture, de passer par-dessus une clôture. Puis, pour que ce soit dynamique, ils ont filmé de je sais pas combien d'angles possibles différents et ils ont fait je sais pas combien de prises et pour accélérer le mouvement parce que Liam Neeson commençait à avoir un certain âge puis il était pas tant en forme puis tu sais ça avait l'air juste cave que il court puis il y a de la misère à passer par-dessus la clôture donc il y a je pense 23 coupures oui Liam Neeson, quelque chose abusé. Comme ça. J'exagère peut-être, là, mais il me semble que c'était 23. C'est entre 13 et 23. Il y a un 3 là-dedans. C'est pas 30. Drôle. J'espère que c'est pas 30. Mais tu vois, ça coupe, puis tu le vois, il y a de tout plein d'angles. Tu vois toutes les étapes de lui pour pallier à la vieillesse des acteurs. On est obligé de faire l'inverse des plans séquences. Exact. C'est malade. Exact. Ça. Veux-tu commencer? T'as-tu des choses à dire? Vas-y. Je vais juste nommer 4 films notables qui sont entièrement un plan. Dans le fond, c'est pas un plan séquence, c'est un plan film. Je suis persuadé qu'on en a un en commun. Fait que, tu sais, en même temps, 1917, je me rappelle plus exactement s'il y a une coupure. 1917, je l'ai dedans. C'est un faux plan séquence. Oui, c'est un faux plan séquence. Mais je le compte. Mais je le compte aussi. Puis ça, d'ailleurs, je me permets juste la parenthèse. Parce que 1917, on peut parler de l'histoire puis tout, mais la parenthèse que je voulais faire, c'est que dans le fond, ce que je trouvais intéressant, des détails techniques de ce faux plan séquence-là qui donne l'impression que c'est un vrai plan séquence du début à la fin, c'est que dans les moments de noirceur ou de flou du mouvement, c'est là qu'ils font les coupures. Ouais, exactement. Mais c'est super bien fait pareil, tu sais, il y a comme une belle continuité dans tout ce qui se passe dans ce film-là, là, c'est juste, bref, ce détail technique-là m'avait accroché. Mais c'est ça, mais tu vois, je vais te nommer 4 films, puis il y en a un dans les 4 que c'est réellement un seul plan. Ouais. Donc 1917, c'en est un qui est vraiment impressionnant, puis vraiment, tu sais, c'est un excellent film, là, on va se le dire, c'est un excellent film. Si je me trompe pas, 1917, arrête-moi si je me trompe, Étienne, là, c'est pas avec Ricardo Troggi. Non. Puis c'est pas un film de Christopher Nolan. Non plus. Mais je crois que c'est l'histoire d'un messager à la Première Guerre mondiale
qui doit porter un message puis qui passe par des tranchées, bref, c'est vraiment compliqué pour lui d'amener son message. C'est ce messager-là que tu suis tout du long. Puis c'est très bon. La tension est vraiment en tout cas. Oui. Ben, c'est ça l'affaire. Puis ça, on va y revenir plus tard, là, mais je trouve que le plan séquence est un outil exceptionnel pour maintenir la tension dans une scène ou dans un film au complet. Ouais. Puis, on y revient parce que il y a plein d'exemples là-dessus. Birdman. As-tu vu Birdman? Birdman, c'est drôle. Mais premièrement, tu sais, avant de tomber dans le plan de séquence, Michael Keaton est malade dans ce film-là. Pour vrai, là, c'est tellement un bon acteur, cet acteur-là. Ça n'a aucun sens. Michael, je sais que tu nous écoutes. Si tu veux être invité sur le podcast, n'hésite pas à nous contacter. Es-tu assez bon pour passer sur J'adore ça? Oui. Michael, écris-nous si tu as du temps, mais ça se peut qu'on te dise non. Si Michael, s'il n'est pas invité au podcast, dites-vous que c'est parce qu'on lui a dit non. Okay. Ouais, c'est ça, exactement. C'est bon. Mais oui, Birdman qui ont vraiment bien camouflé leur coupure. Donc, tu sais, c'est également un faux plan séquence, mais ils ont vraiment bien caché les coupures. Puis il y en a quelques-unes. Mais il y a des bouts que c'est quand même des vrais plans séquences, entre guillemets. Là. Puis je pense que le plus connu qui ressortait quand je faisais des recherches, c'était le passage sur Times Square. Quand il pogne sa robe de chambre dans une sortie de secours parce qu'il est en train de fumer. Puis là, il est en sous-vêtements, puis il passe sur Times Square, puis là, il y a une fanfare, puis tu sais, c'est comme, c'est un plan de séquence tout du long. C'est vraiment drôle de voir Michael Keaton en bobette, genre, sur Times Square. Bref. Puis t'as toujours l'espèce de petit drum qui joue en arrière, puis qui ajouter un genre de rythme. Ça, je vais y revenir également plus tard, parce que j'ai des trucs de quoi je veux te parler. Il y a un film que je me rappelle à cours de cinéma, on nous en parlait constamment, c'est L'Arche russe. Parce que c'est le plan séquence ultime. Là. Exact. Moi, je l'ai jamais vu, mais quand tu tapes plan séquence, mettons que tu cherches des tops de plan séquence, L'Arche russe est toujours en premier. Oui. Mais c'est pas excellent. Ouais, c'est ça. Exact. C'est un peu ennuyant, mais l'exploit est là. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu regardes un film comme L'Arche russe, puis tu te dis, ça s'adresse vraiment à des érudits du cinéma, puis des gens qui aiment le cinéma d'auteur, puis de ce genre de... Tu sais, alors que pourtant, quand je faisais des recherches là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de ces amateurs de grand cinéma, de 7e art, qui trouvent que le plan séquence est un peu, pas de la vantardise, mais de l'autocomplaisance cinématographique. Ouais, c'est quasiment... tout à fait. Le problème, c'est que la prouesse technique en soi, si t'as pas un bon film ou une bonne histoire à raconter, ben c'est pas... Est-ce si intéressant que ça de le regarder aussi? Mais bon. Ou si tu utilises le plan séquence à des moments où ça donne rien. Ouais, exactement. Oui, parce que c'est un outil au final pour t'aider à raconter ton histoire. Puis c'est le point que t'amènes, on en reparlera, mais 1917, je trouve que c'est ça, l'histoire de la tension. Parce que tu sais, comment je dirais, dans un film où il y a des coupures, il y a des moments où tu fais « je respire ». Tu sais, OK, là, ils sont chill. Là, OK, ils sont en train de préparer leur matériel pour attaquer une banque, mais c'est pas encore l'action, ça va, on est relax. Mais le plan séquence qui n'arrête jamais, là, c'est comme, t'es comme la tension est toujours là. T'es comme, OK, mais ça va constamment péter parce que la caméra a constamment quelque chose à filmer puis à nous raconter. Ça n'arrête jamais, tu sais. Puis t'as deux façons de vivre ce stress-là. Ouais. Si tu sais que c'est un film où il n'y a pas de coupure, tu te dis, ça n'arrêtera jamais. Ouais. Mais si c'est un film où il y en a des coupures et soudainement tu tombes dans un plan séquence, là, tu te dis, attends, mais quand est-ce qu'on s'en sort? Quand est-ce que ça finit? Puis là, soudainement, c'est une surprise que, OK, en passant, tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas de celle-là. C'est ça. Contrairement à tout le film avant, là, t'es coincé. Et dans les deux cas, c'est tout aussi ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. C'est excellent. J'adore cet outil-là. L'autre film, c'est Irréversible, qui... oui.
Ouais, Ça, qui, tu sais, c'est un autre film où... Très dark. Oui, exactement, mais c'en est un autre. Mais c'en est un autre, exactement. Oui, tout à fait. Puis, je veux dire, malgré que ce film-là soit très dark, puis que je le recommande pas à tout le monde qui aurait pas le goût de... qui filerait pas à un moment donné là, d'écouter ce film-là, c'est peut-être pas le meilleur. Mais ça reste qu'il a été vraiment apprécié, je pense. Ouais. Apprécié dans la réalisation, Vincent Cassel, etc. Bref, un bon film. Ouais. Yes. C'est vrai. De ton côté, de quoi tu voulais me parler? Ben, mais là, à quel moment tu vas revenir sur tes détails, là, que je parte pas dans des grandes tirades? Sont un peu partout, mes détails. Okay, j'essayais d'avoir une ligne droite, une séquence à suivre dans mes notes. Il n'y a pas de problème. Puis moi, j'en ai pas suivre dans mes notes. C'est ça qui est drôle. Tout se recroise. Puis, tout à fait. Donc, vas-y. Ouais, c'est bon. Où tu veux. Justement, je vais revenir sur mon histoire de... la comédie musicale, chorégraphie, la danse. Ouais. Là, j'en ai jamais parlé, puis il y a peut-être du monde qui aime... Il y a du monde qui doivent détester ça, puis il y a du monde qui doivent adorer ça. Moi, j'aime le film La La Land. OK. J'adore le film La La Land, en fait. Je le trouve très bien. Je trouve que Ryan Gosling et Emma Stone jouent super bien ensemble. Puis ça raconte une belle histoire. Puis je suis comme un peu romantique dans l'âme. Fait que je trouve ça magnifique, cette histoire-là. Ouais. Et La La Land, l'ouverture... Alors, j'ai lu quelque part que c'était pas complètement un vrai plan séquence, mais l'ouverture, c'est quasiment un lip-dub, finalement, sur l'autoroute, genre. Oui, où il y a une fille qui part à chanter, là, il y a comme une toune qui roule, puis là, il y a de plus en plus de gens qui se rajoutent, puis la caméra les regarde, prend de la hauteur, elle tourne, puis là, tu vois tous les gens qui montent sur leur voiture, sur l'autoroute, qui dansent, etc. Puis là, tout le monde qui finit le plan séquence en rentrant dans sa voiture, puis en claquant la porte exactement en même temps. Tu sais, c'est ultra timé, ces affaires-là. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve que l'effet est... Tu rentres dans le film, puis c'est la première chose que tu vois, puis ça te frappe, là. Tu sais, c'est vraiment nice, là. Il n'y a rien de mieux dans un film qu'une ouverture. Ouais. Tu sais, le film commence, puis tu te dis « Oh! Ouais. OK, je m'embarque dans une aventure. » C'est pas des plans séquences, mais tous les James Bond. Ouais. Ouais, tout à fait. Exact. Casino Royale. Ouais. Le début, tu te dis « OK, James Bond est de retour. » Tu sais, c'est un film qui commence, puis tu fais comme « OK. » Je ne regretterai pas ce film. Exactement, c'est ça. Ça, c'est le fun. Puis en passant, tu sais, dans la définition du plan séquence, là, il n'y a pas vraiment de durée qui est précisée. Tu sais, comme une durée minimum pour dire, hey, ça, en bas de tant de secondes, c'est pas un plan séquence. Ça n'existe pas. Fait que, tu sais, je me suis permis de parler de cette scène-là dans La La Land parce que elle dure un certain temps, mais ça s'en est un. Puis tu sais, je pense que juste la caméra qui suit des mouvements, qui suit des personnes, qui continue de filmer, qui arrête jamais de filmer, c'est surtout ça. Fait qu'après ça, que ça dure 30 secondes ou que ça dure 2 heures, ben c'est un plan séquence dans les deux cas. Là. Fait que, Exact. Généralement, c'est si ça dure une scène au complet, mais parfois, tu sais, ils peuvent faire une coupure juste avant la fin de la scène. Pour marquer un point en particulier. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un autre outil. Exactement. T'sais, le langage cinématographique. Ah ouais, c'est malade. C'est tellement génial. Tellement d'outils. Puis dans La La Land, encore une fois, il y a une autre scène qui est un peu un plan séquence. Puis ça, c'est intéressant dans le fond. C'est à un moment donné, il y a une scène où ils sont dans un bar. Il y a le personnage de Ryan Gosling qui est en train de jouer du piano, pendant que le personnage d'Emma Stone est en train de danser avec plein d'autres danseurs. Puis là, ce qui se passe, qui est vraiment cool, il y a une vidéo qui est quand même qui a roulé. C'est drôle parce que les vidéos des making-of sont ultra populaires, genre sur TikTok, puis sur toutes ces affaires-là. Fait qu'il y a une vidéo qui roule où tu vois l'image du film en haut. Fait que là, tu vois d'un côté Ryan Gosling, puis là, des fois, la caméra, elle tourne vers Emma, puis elle revient vers Ryan. Puis ça, c'est pas des fausses coupures, là. C'est vraiment un genre de plan séquence où tu vois un caméraman qui est tourné vers Ryan Gosling. Puis là, il y a un technicien à chaque fois qui lui tape sur l'épaule. À chaque fois qu'il doit tourner, puis là, il lui retape sur l'épaule, il retourne, puis il tape sur l'épaule. C'est impressionnant. Ce timing-là est vraiment malade, pour vrai, là. Ben, si t'aimes ça, je t'invite à regarder un film de Edgar Wright, parce qu'il fallait que je le plug. Bon? Last Night in Soho, où Matt Smith, monsieur Doctor Who lui-même, danse avec 2 actrices différentes.
sauf que les deux actrices jouent la même personne. Okay. Et c'est un plan séquence, puis même des fois, il y a des... disons, il y a une des actrices qui se place devant un miroir, puis il y a l'autre actrice qui est la réflexion dans le miroir, mais c'est pas un effet visuel. Ils ont vraiment fait un setup pour que ça... Puis il y a un gros plan séquence où ils dansent, puis les actrices changent, puis ils changent comme... de manière pas seamless, mais pas loin. Okay. Tu regarderas ça et tu regarderas le making-of, c'est encore meilleur. Oui, c'est ça, c'est toujours ça. C'est toujours ça qui est intéressant. Ouais, fait que c'est ça mon début de... Ben, j'en ai d'autres, là, mais je sais pas si tu avais quelque chose à glisser là-dedans. Ouais, ben, en fait, moi, je veux t'amener dans la direction 100% opposée. OK. D'une comédie musicale. Je veux te parler de la série Adolescence. Oui, que j'ai commencé, mais j'ai pas fini. OK. Pour ceux qui ont besoin de contexte, Adolescence, c'est une série télé de 4 épisodes d'1 heure. Chaque épisode est tourné réellement en un seul plan. Il n'y a pas de coupure. Puis la façon dont c'est tourné force l'équipe de tournage à ne pas pouvoir faire de coupure. Puis c'est très lourd comme série parce que c'est l'histoire d'un un jeune garçon de 13 ans qui se fait arrêter pour le meurtre d'une fille. Puis ça parle d'incel, puis ça parle de l'impact sur la famille. Toutes les dynamiques des adolescents aussi, de toutes ces choses-là. Ouais, exactement. Puis c'est tellement difficile à regarder, cette série-là, justement parce que c'est des plans séquences. Ouais. Puis t'as pas de break. Non, c'est puis ça. Tu sais que tu y vas pour 1 heure, puis tu vas faire ça 4 fois. Ouais. Le making-of de ça, c'était impressionnant. Puis tu sais, il expliquait, ils avaient 1 semaine par épisode pour tourner, puis ils avaient 10 prises. Donc 2 par jour. Puis pour 3 des 4 épisodes, ils ont réussi à la 10e. Ah ouais, hein? À la 10e prise. À la 10e. Ben en fait, la prise sélectionnée a été la dernière. Donc, soit c'est parce que les acteurs étaient rendus assez bons dans ce qu'ils faisaient, puis ils comprenaient la dynamique, puis bref, c'était mieux. Soit c'est parce que les autres d'avant, ils avaient raté. Pour toutes sortes de raisons possibles. Puis, il y avait quelque chose de super intéressant dans une des entrevues que j'ai regardées. Il y a le 3e épisode, c'est une discussion entre le garçon puis une travailleuse sociale. Je suis pas trop certain. Mais c'est 1 heure de discussion, négociation, sort de la pièce, se fait harceler par un employé de la place, retourne, puis il rediscute, Puis ces acteurs-là, le petit gars, il a 13 ans, là. Le petit gars a 13 ans. Puis il faut qu'il mémorise 1 heure de texte. Puis il passe par une montagne russe d'émotions. Ben oui. Tout le long. Puis ces acteurs-là, moi, je me disais comme, oh my God, quelle torture. Mais dans l'entrevue, les deux, ils disaient non. Moi, je veux que faire ça de ma vie maintenant. J'aimerais ça que ce soit que des plans séquences. Ah oui. Simplement parce que t'as pas... Tu sais, tu le vis beaucoup plus. T'es plus dedans, puis les réactions que t'as face aux autres acteurs et face à ce qu'ils disent sont beaucoup plus puissantes. Puis l'acting qui en découle est juste meilleur. Ben oui. Puis eux, ils finissent les prises, puis ils savent, là, OK, je me suis dépassé ce coup-là. Ouais. Donc, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que l'autre affaire que j'ai su, c'est qu'évidemment, un plan séquence, ça prend du temps puis ça coûte cher. Oui. Parce que, justement, la fameuse chorégraphie, les gens qui font leurs textes, toutes ces choses-là, si ça, tu le faisais puis que c'était plutôt des scènes coupées, ben, ça coûte moins cher de faire ça, tu sais. Fait que là, il y a comme cette économie-là dont on parlait, mais en même temps, ben, l'effet est tellement intéressant que ça, des fois, ça vaut vraiment la peine de faire ça. Puis visiblement, ça a l'air satisfaisant de le faire aussi quand t'es un acteur, ce genre d'expérience-là. Là. Mais oui. Tout à fait. Puis ça m'amène justement ça à mon prochain point. C'était cette entrevue-là que j'ai vue d'un gars qui parlait de
Ça, c'est une autre vidéo qui a beaucoup tourné, je pense, sur TikTok et autres, sous format de shorts ou de reels. Là, tu vois encore une fois toujours le rendu sur l'épisode de série en haut. Puis en dessous, tu vois une caméra du dessus de toute l'équipe technique qui fait son espèce de tournée puis de tout. Puis je pense que c'est la série qui s'appelle Kidding que j'ai jamais vue. Il y a un épisode dans cette série-là, non seulement il y a Jim Carrey, je suis comme, Jim Carrey est dans une série. Je suis comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ben ouais. Fait que là, j'étais même pas au courant. Je suis comme, OK, il va falloir que j'explore cette série-là, je ne la connais pas. Puis ils ont fait un plan séquence à un moment donné dans une des saisons de cette série-là où ils veulent juste montrer comment le temps passe de façon accélérée dans l'appartement d'une des personnages de cette série-là. Fait que là, tu vois, ça se passe dans un salon. La fille arrive, mettons, elle pitch ses clés, puis là, il y a comme le divan qui est installé, puis là, la caméra ne fait que tourner tout le temps. Puis là, tout ce qui se passe dans l'angle mort de la caméra, c'est du monde qui n'arrête pas de replacer des choses, de changer des lumières de couleur. Tu vois, à un moment donné, l'actrice qui pitch sa robe pour changer de robe. Tu sais, c'est comme, ça arrête pas, là, c'est capoté. Pour vrai, là, de voir ce making-of-là, t'es comme, mon Dieu, mais c'est fou raide. C'est fou raide l'effort que ça doit demander, ça, tu sais. Je viens de me rappeler que j'avais vu ça. C'est incroyable. C'est impressionnant. C'est de la chorégraphie. Fou raide. D'arrière-scène. Ouais, exactement. C'est ça. Impressionnant. C'est ça. Tout à fait. Oui. Non, c'était beau, mais tu sais, ça, là, le côté prouesse technique, exploit, ça peut être cool quand même. Tu sais, justement, adolescence, dans un des making-of, à un moment donné, dans un des épisodes, il voulait partir d'un endroit, l'école, pour aller vers l'endroit où le meurtre a eu lieu, qui est pas à côté. Puis, les créateurs du show, ils se disaient comme, on va faire tel truc, on va l'accrocher sur un camion, puis là, à chaque fois, ils se disent, ça va avoir l'air d'un jeu vidéo, ça va être étrange, ça va être bizarre, parce que il faudrait suivre une voiture, on va suivre une voiture, mais on va comme lâcher cette voiture-là. Ça va être bizarre. Puis à un moment donné, il y a un des techniciens qui est arrivé comme juste avant qu'il commence à essayer de tourner les prises. Il dit, on a trouvé un moyen de faire voler la caméra. Ah ouais. Puis là, eux autres, ils ont dit, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire, là? On met ce petit rack mount là, sur la caméra, puis on a un drone à 6 hélices, hyper silencieux, très stable. Que techniquement, quand le caméraman va finir ici sa course, puis là, on va juste passer en arrière, on va accrocher le drone dessus, puis sans s'en rendre compte, la caméra va s'envoler. Puis le pire, c'est que c'était tellement justement seamless que je me rappelle quand j'ai regardé l'épisode, à un moment donné, je me suis dit, hey, attends un peu, la caméra vole. On est dans les airs. On est... Puis ma blonde a collé la chatte, elle dit, c'est sûr, c'est un drone. Moi, je me disais, ça peut pas être un drone. C'est trop lourd, une caméra. Ça peut pas être un drone. C'est une grue. Puis là, la grue, elle bouge pour pas avoir l'air de suivre la route, mais elle suit la route. Non, c'est un drone. Puis c'est drôle parce que, tu sais, des fois, tu donnes des contraintes à des gens techniques. Puis tu le sais, Baptiste, là, vu professionnellement, toi et moi, on l'a vu souvent, là, voici une de nos contraintes. Puis c'est comme, il y a une contrainte, je vais te trouver une solution. Puis je vais t'inventer quelque chose pour... Bref, je dis pas que c'est la première fois qu'on a mis une caméra sur une drone, c'est pas ça. Non, mais je veux dire. Non, mais ça amène de la créativité à quelque part, des fois, de composer avec ces contraintes-là. Ouais, tout à fait. Non, c'est vraiment cool, ça, j'aime ça. Avais-tu un petit truc que tu voulais glisser encore une fois? Ouais, je veux te parler d'une autre série. Parce que j'ai vu tellement de trucs le mois dernier. Puis là, justement, adolescence, je me suis dit, je vais le garder pour le sujet principal. Mais quand j'ai vu aussi la série Le Studio de Apple TV+, oui, c'est là que je me suis dit, OK, on parle de plan séquence, Baptiste, puis moi, prochain épisode. OK, c'est ça. Je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai pas vu. Regarde, là, on retombe un peu dans le genre de présentation de pré-sujet principal, là, mais c'est une série qui montre un peu le côté ridicule, mais en même temps semi-réaliste
voire caricatural d'Hollywood, puis des grands studios de cinéma. Si vous avez vu Silicon Valley, c'est le même genre de caricature, mais au lieu d'être sur le monde de la tech, c'est sur le monde du cinéma. C'est bon, cool. C'est drôle. Ouais. C'est, entre autres avec Seth Rogen et Catherine Hahn. C'est ça. Ouais. Oui, puis à chaque épisode, ou presque, non, pas mal à chaque épisode, il y a un caméo de quelqu'un de connu dans le domaine. Le premier épisode, il y a Martin Scorsese dedans, entre autres. Ça va juste un caméo Howard de Martin Scorsese. Non, mais je dis caméo, mais il y a un rôle quand même relativement important. Ron Howard, encore plus important dans l'épisode dans lequel il se trouve. Adam Scott en a un. Puis là, j'ai pas encore fini la série, donc à suivre pour les autres noms que j'aurais pu dropper là-dedans. Mais chaque épisode est une histoire individuelle qui traite d'un sujet différent. Puis il y a un épisode d'ailleurs sur les plans séquences. L'épisode sur les plans séquences, c'est comme le chef du studio qui se pointe sur place parce qu'il veut voir la magie opérer, parce qu'il adore tellement les plans séquences, mais il fait juste foutre la merde. C'est tellement drôle. Regarde ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est également tourné en plan séquence. OK, c'est drôle ça. C'est tellement méta. Oui, exact. Puis justement, c'est comme qu'est-ce que Hollywood aime d'eux-mêmes quand ils se regardent dans le miroir puis ils flexent leurs muscles. Ben c'est là, quand on fait des plans séquences, on est tellement cool. Puis c'est un peu ça que Seth Rogen a voulu comme se moquer de. Puis c'est ça, c'est que des plans séquences. C'est pas un épisode complet, un plan, mais c'est une scène, un plan. Nice. Puis, puis c'est encore une fois un outil pour... Mais là, c'est un outil pour l'humour, c'est un outil pour le rythme. C'est un outil pour les acteurs pour avoir une petite vibe, justement une petite vibe Birdman avec le petit drame. C'est le même genre de truc. Nice. Excellent, regardez ça, c'est tellement bon. Cool. Il y en a un que j'ai vu passer que je m'attendais pas tant. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était pas... j'allais pas voir ça, mais Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Mais attends, je vais parler d'un moment très particulier dans le fond. C'est quand Gandalf arrive chez Bilbo dans le premier Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Fait que là, il y a un plan séquence qui est pas très long, mais dans le fond, le plan séquence, c'est Gandalf rentre chez Bilbo, puis la caméra suit leur discussion. Puis à un moment donné, je pense Bilbo prend le bâton pour aller le ranger dans son couloir, la caméra continue à filmer, puis etc. Mais le trick là-dedans, encore une fois, technique d'une complexité supplémentaire que je trouve super intéressant, c'est qu'en réalité, ils ont fait des superpositions de fond bleu ou vert parce que Ian McKellen tournait sa scène dans une maison trop petite pendant que Ian Holm tournait dans une maison à la bonne taille pour lui. Puis malgré la caméra justement qui tourne, qui change d'angle pour suivre la scène des deux personnages qui se parlent, il n'y a pas de coupure. Puis tout est superposé pour donner l'impression que Gandalf, c'est un géant dans cette maison de Hobbit, tu sais. Ça, je trouvais ça cool de comme rajouter encore une fois, tu sais, une espèce de... Il y a un autre effet qui a été fait, c'est... normalement, Ian McKellen puis Ian Holm, ils seront pas d'une différence de taille d'eux-mêmes, mais là, faut qu'on représente ça dans une petite maison, tu sais. Oui, puis ils ont tellement utilisé des trucs... c'est capoté. Des trucs pour pouvoir faire ça. Des fois, green screen, c'est bon, ça fonctionne si tu filmes 2 fois, mais des fois, c'est juste une question de perspective, puis la charrette sur laquelle Bilbo, puis, Frodon, en français, Frodon, on va y aller avec Frodon, puis Gandalf sont assis, sont assis côte à côte, mais en réalité, ils sont vraiment pas assis côte à côte. Non, Frodon est vraiment loin derrière, mais comme la caméra a une longue profondeur de champ, on a l'impression, puis selon l'angle, on a l'impression qu'ils sont assis un à côté de l'autre, mais ils sont assis super loin juste pour voir. C'est super impressionnant. Tu sais, quand tu maîtrises bien ton outil. Encore une fois, puis là, c'est drôle, tu parlais de être créatif avec des contraintes. Oui. C'est un peu ça, là. Pour bien raconter l'histoire, il faut que Gandalf soit vraiment un géant par rapport au Hobbit, tu sais. Il n'y a pas le choix que ça soit comme ça. Fait que comment tu représentes ça dans un monde où tous les acteurs, ils sont de taille à peu près approximativement la même, tu sais. Pour vrai, en plus, ça donne le Seigneur des Anneaux
Ah ouais, c'est ça. Je pourrais faire une mauvaise conclusion et dire, regardez, plus il y a de contraintes, plus ça donne un chef-d'œuvre. C'est pas le cas. Ça prend beaucoup de talent, mais il y a des gens talentueux dans la vie. Vraiment. Puis d'ailleurs, le talent pour un plan séquence, l'acting. Oui. Tu sais, on a parlé de la tension, puis on a parlé de comment les acteurs, comme, tu sais, d'adolescence ont vraiment apprécié ça. Mais au final, tu sais, quand tu prends le temps d'y penser juste 2 secondes, acter pendant 1 heure, ben c'est comme le théâtre. Ouais. Tu sais, au théâtre, c'est ça qu'ils font tout le temps. Oui, c'est ça qu'ils font. Puis, nous, on était impressionnés. Oh, wow! Tu sais, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre 1 heure de théâtre puis 1 heure de cinéma. C'est le cinéma, t'as un point de vue. Il y a un côté qui fait en sorte que t'as un point de vue présent, proche. Donc, les acteurs peuvent être subtils dans leur acting et même doivent être subtils. Ils peuvent pas sûr qu'au théâtre, médiantre, je claque la porte et je pars. Puis là, ils foncent dans la porte. Non, ça aurait pas été médiantre, ça aurait été Mes Sacres Bleus. Mes Sacres Bleus. Mes Sacres Bleus. Oui, je pense que, tu sais, oui, le théâtre, c'est ça, mais le cinéma, pour l'acting, ça devient plus... Ouais, tout à fait. Plus subtil. Grosse appréciation pour cet outil-là qu'est le plan séquence. Tout à fait. En aurais-tu un que tu dirais qui est ton préféré? Ben, c'est drôle, mais ça va me permettre de parler de mon réalisateur préféré. C'est qui donc ton réalisateur préféré? Il y a un plan séquence dans Dunkirk. Sur la plage. Il y a des soldats qui font juste comme se promener en attendant de se faire, j'allais dire extract, mais de se faire évacuer. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'avoue que j'ai envie de te faire extraire. Quoi? Pardon? Non. Mais ça, c'est correct, je vais rester sur la plage. Oh, c'est bon. Non, moi je me ferai pas extraire, merci. Mais oui, il y a un plan séquence que j'ai redécouvert parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu Dunkirk puis je m'en rappelais pas trop, mais qui est très cool parce que il y a énormément de figurants sur une même plage. Puis là, c'est un plan séquence qui suit, mettons, des soldats qui se baladent d'un endroit à un autre. Puis là, tu vois plein de choses. Tu vois à un moment, t'as même une chorale, genre la caméra qui passe devant une chorale de soldats qui sont en train de chanter, tu sais, puis des affaires de même. Bref, j'ai redécouvert ce plan séquence-là, puis je l'ai trouvé très, très bien. J'ai vraiment apprécié ce plan séquence-là aussi. Ouais. Là, la question, est-ce que c'est mon préféré? C'est difficile de répondre à cette question-là. Mais je te dirais, peut-être que ce plan séquence serait en compétition avec celui de Birdman. Je dois dire que je suis un petit peu biaisé par le fait de à quel point j'aime ces films-là. Fait que, c'est ça vient peut-être avec le plan séquence. J'adore Le Seigneur des Anneaux aussi, mais bon, là, il faut faire un choix à un moment donné, quoi. Fait que... OK. Ouais, c'est ça. Il y a Birdman, mettons. Ouais, disons Birdman, celui de... Birdman aussi? Ouais. OK. Moi, je vais te parler du mien. Ensuite, on ira sur ceux des astronautes, parce qu'on a posé la question sur notre Discord, puis on a eu des super mentions. Il y en a un que tu n'as pas mentionné, que de ce que j'ai vu, aucun des astronautes a mentionné, puis c'est... Je le mets là parce que ce plan-là a valu un Oscar. OK. Et c'est la première fois que j'ai regardé un film et que j'ai identifié un plan séquence comme live. Je me suis dit, oh! Puis, je suis tombé sur mon derrière tellement c'était convaincant, puis j'ai compris le pourquoi, puis j'ai compris l'impact. Le film La Môme, connu ici comme étant La vie en rose, l'histoire d'Édith Piaf. Oui, l'histoire d'Édith Piaf, tout à fait. Ouais. Marion Cotillard a gagné un Oscar, si je me trompe pas. Oui, ça se peut. Pour ce film-là, si je me trompe pas, mais c'est clairement grâce au plan séquence. Cette scène-là. Marion Cotillard passe dans un seul plan de 4 minutes de joyeuse comme pas possible, en colère, à dévaster
parce qu'elle a appris ou plutôt accepté mentalement dans son subconscient la mort de son mari. La caméra la suit sans arrêt. Puis là, ce coup-là, c'est pas l'aspect technique. C'est pas une prouesse technique. C'est une prouesse d'acting. Ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais. Brille. Et c'est parti, action. Puis c'est juste wow. C'est juste. Puis là, si vous allez voir la scène tout seul, sans le contexte du film qui va autour, l'impact est moins là. OK, donc tout à fait. allez pas voir ça puis dire comme Étienne, je comprends pas. Putain. C'est juste Marion Cotillard, quoi. Je sais pas. C'est ça. Non, mais vraiment, puis ça reste mon préféré. Il y en a plein des plus impressionnants, il y en a plein des plus intéressants, il y en a plein des... Tu sais, comme justement avec l'aspect technique derrière, entre autres, justement, Last Night in Soho, dont je parlais tout à l'heure, que c'est vraiment intéressant. Mais celui-là, juste pour l'acting, j'aurais dit tirez-lui un Oscar par la tête. Ouch! Arrête de tirer des Oscars, Étienne. Moi, je les lance des Oscars. Écoute, si un jour, c'est moi qui est à la tête de l'Académie, ah bon. Il y a une possibilité. Tout à fait. On ne sait jamais, parce que peut-être, Baptiste, si tu contrôles le Quantum World avec un ordinateur, tu vas pouvoir changer ça, créer un effet un effet Mandela pour m'aider. Exactement. Moi, je vais lancer les Oscars. Fait je comprends. Prépare-toi à les attraper, à protéger la tête de ton cher Christopher Nolan, à protéger la tête de Ricardo Troggi, parce que oui, je vais lui en lancer quelques-uns. Ben oui. Ricardo, si tu nous écoutes. Hein? Puis juste pour le petit verre d'oreille, il y a un plan séquence dans Kill Bill. Oui. Avec le Ben qui fait oui. Je l'ai réécouté celui-là, j'ai trouvé ça cool, ça m'a rappelé des bons souvenirs de quand je regardais plein de Tarantino. Ouais, c'est ça. Les astronautes. Oui, les astronautes. Bon, il y en a un évidemment, bon, je l'ai pas nommé parce que c'est ça, mais je pense qu'il a été nommé 2 fois par nos astronautes si je me trompe pas, c'est celui dans Shining. L'enfant qui est sur son tricycle. Avec le tricycle, c'est ça. Qui est probablement l'un des plans séquences les plus connus aussi. Là, je veux dire, quand même assez connu. C'est vrai. Il y avait le combat de la saison 1 de Daredevil. Oui, exact, c'est vrai. Potomax qui nous a nommé celui-là. Il y a Old Boy que... Old Boy. Potomax aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Old Boy fait en sorte que celui de Daredevil a l'air de la version Walmart, celui de Old Boy. Ok, ouais, c'est vrai, hein, il y a un petit effet de... Oui, parce que tu sais, Daredevil, tu vois les coupeurs, tu sens, ok, ils ont coupé là, puis c'est impressionnant quand même, les plans, les prises de vue sont intéressantes. Je pense que la saison 2, ils font ça dans un escalier juste pour se donner encore plus de challenge. Mais Old Boy, il n'y a pas de coupure possible. Puis c'est voici le combat. C'est parti. C'est dans un couloir aussi. C'est parti. On a JP aussi qui nous parle de Thin Red Line, le plan fixe de la rivière et celui de l'attaque de la colline. Je n'ai jamais vu Thin Red Line. Je n'ai jamais vu non plus, mais j'en ai entendu parler. JP, on va falloir qu'on aille voir ça. Oui. Jaws, Big White Scene. Jaws, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns subtils. Des fois, c'est on est sur un traversier, on traverse d'un truc à l'autre, puis la caméra est fixe, mais tout autour bouge parce que le bateau bouge. OK, ouais. Il y a des trucs intéressants comme ça, des fois, dans Jaws aussi. Non, c'est vrai. Spielberg en fait des très subtils. Ouais. Ouais, des petits cachets. Bon, 1917, on en a parlé. True Detective, saison 1, épisode 4. OK, c'est très précis. Hyper précis. À 7 minutes 32. Je dois dire que je n'ai jamais vu True Detective, mon cher JP. Non plus. Goodfellas. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais pour moi, le plus fort, c'est le car chase dans Children of Men. Ouais, puis il a partagé une vidéo. Oui, il a partagé une vidéo One Shot Car Scene. C'est ça. On le mettra dans les liens de l'épisode. Vous irez sur j'adoresapodcast.com. On va mettre les liens vers certains des trucs dont on a parlé. Yes. Oui, c'est impressionnant parce que ça c'en est un autre où
y a le sentiment d'urgence soudaine. Mm-hmm. Puis ça semble tout bénin comme conversation au début, puis soudainement, c'est la panique. Ah, c'est ça. Puis là, tu te sens coincé. Puis encore là, j'ai fini de le regarder, puis je me suis dit, qui contrôlait la caméra? J'essayais de comprendre qui était aux commandes de cette caméra-là, comment, mais je me suis seulement posé cette question-là quand la caméra est sortie de la voiture. Okay, c'est à quel point c'est bien fait, puis à quel point c'est bien exécuté, parce que jamais je m'étais posé la question, attends un petit peu, il y a quelqu'un qui opère ça, il est assis où? Comment? Est-ce qu'il y a un toit sur la voiture ou il n'y a pas de toit? Hein, qu'est-ce que... Le même genre de réflexe de question où il y a un moment où quelqu'un passe devant une vitre ou un miroir puis t'es comme hey, je vais-tu spotter la caméra puis le caméraman? Ouais. Moi j'essaye toujours de le voir. En tout cas, c'est ça. Cool. Merci à tous pour vos contributions. Fredon. Comment vous savez mon nom? Merci d'avoir été parmi nous pour cet épisode de J'adore ça. Si vous voulez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. C'est très simple. Baptiste. Vous pouvez d'abord vous abonner au podcast afin de vous assurer de ne manquer aucun de ces beaux épisodes qu'on enregistre avec Étienne. Abonnez-vous. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous laisser un petit 5 étoiles ou un pouce en l'air, quelque chose là qui permet de dire qu'on aime ça, ou un petit commentaire même. Bref, tout geste qui pourrait nous aider énormément. Yes, abonnez-vous. Puis aussi, abonnez-vous. On est sur Spotify, on est sur Apple Podcasts, on est sur YouTube Music, on est sur Audible, Amazon Music. Puis vous pouvez vous rendre sur j'adoresapodcast.com pour voir tous les liens pertinents par rapport à cet épisode, aux autres épisodes. Pour nous trouver, parce qu'on est également sur les réseaux sociaux. Puis on a aussi un Discord. Vous l'avez entendu plusieurs fois peut-être dans l'épisode, mais vous pouvez rejoindre le Discord à partir de notre site web et discuter de ce que vous adorez avec nous. Puis on vous mentionnera peut-être dans un épisode futur si vous nous faites des suggestions par rapport au sujet à venir. On a aussi une petite boutique en ligne où vous pourrez trouver plein d'articles de J'adore ça si ça vous intéresse. Chaque achat, ça nous aide un petit peu à continuer le podcast. Alors merci. Exactement. Si vous êtes en France, c'est mieux que printemps. C'est mieux que printemps. Alors, sur ces belles paroles, tout le monde, on se voit au prochain épisode. Baptiste, à la prochaine, les astronautes. Bye! Bye! J'adore ça. J'adore.